Honorable Ramano. Monsieur le Président, l'exercice budgétaire a toujours été un savant dosage de priorités, avec l'introduction des pôles de développement, la création du capital humain à travers l'éducation et la santé, et tout aussi bien des mesures sociales vers les plus vulnérables. Le taux de croissance depuis 2015 a oscillé de 3,5 à 3,9%, avec un contexte international présentant ses propres défis. Sur une note positive, il convient de souligner que l'inflation est sous contrôle à 2,3% en 2018, avec une prévision de 1,5% pour 2019. Le unemployment rate est à un niveau bas, malgré le fait que certains analystes économiques considèrent qu'à moins de 4%, on aurait avoisiné le plein emploi. Un point à considérer, c'est le Female Labour Participation Rate, qui est relativement bas, à 45% de son potentiel. La création d'emplois a été vivante dans le secteur public, alors que le secteur privé, qui est censé être le grand pourvoyeur d'emplois, a été plutôt timide. Le marché du travail fait aujourd'hui face à un défi bien mauricien, qu'est le vieillissement de la population. Une note positive pour la gestion de l'économie du pays, c'est d'avoir assuré l'équilibre entre une inflation contenue et un taux d'unemployment en déclin. Il y a un secteur, Monsieur le Président, qui mérite toute notre attention, c'est le secteur du tourisme, malgré les propos rassurants du ministre de tutelle. Ce qui se passe dans le secteur du tourisme n'est pas un phénomène transitoire. La contraction pendant les 5 derniers mois est des plus préoccupantes et aussi alarmantes, ce qui est contraire à la tendance mondiale. Dans notre région, les Seychelles jouit de 10% de progression, les Maldives avec un pic de 170 000 arrivées de touristes en février, et même certaines régions de l'Afrique de l'Est connaissent une progression significative. De janvier à mars, le Sri Lanka a connu des pics à 250 000 arrivées par mois jusqu'à l'attaque terroriste du mois d'avril. Nous n'avons pas su nous positionner comme destination alternative, contrairement aux années précédentes où nous avons bénéficié des conditions d'instabilité prévalant en Thaïlande. L'absence d'un Proper Monitoring and Scientific Research Unit au ministère du Tourisme se fait sentir pour un Proper Diagnosis. Le secteur est arrivé à la croisée des chemins. Il convient de considérer une politique globale des facteurs aussi variés que sont le prix du billet d'avion, le prix des hôtels, le coût des événements, le facteur de distance et bien sûr une étude comparative des marchés. Il en est de même concernant le coût des opérations que sont les salaires dans le secteur de l'hôtellerie, le prix du fuel, le taux d'échange. Est-ce que le prix pratiqué reflète la destination mauricienne? Autre point qui m'a été rapporté par bon nombre d'opérateurs, c'est l'attente toujours lassante au niveau du Tourism Authority pour process une application. Des fois, l'application date de plus de 6 mois. Monsieur le Président, nous sommes tous d'accord à dire que l'éducation tertiaire demeure un axe de priorité du développement du capital humain. Dans cette même optique, le gouvernement est venu de l'avant avec l'éducation tertiaire gratuite. Le nombre de demandes a explosé. La spécialisation, le postgraduate, est une niche qui contribue à coup sûr à nous mettre sur un nouveau palier de développement. Les parents mauriciens n'épargnent aucun effort à se sacrifier et à encourager leur enfant à atteindre ce niveau qui leur permettra d'avoir une place de choix dans la société. À l'état actuel de l'Income Tax Act, on prévoit un additional exemption where one of the dependents is a child
pursuing a non-sponsored full-time undergraduate course at a recognized tertiary educational institution. Ma requête au ministre aujourd'hui, c'est de permettre à ces parents dont les enfants, après maître, sacrifice, poursuivent des postgraduate courses, de pouvoir eux aussi réclamer ces additional exemptions. Cette mesure, Monsieur le Président, va dans le droit fil à donner une éducation de pointe à cette génération de gradués. Monsieur le Président, je souhaite ici aborder un aspect du budget qui est l'accès à la terre et à une maison. Il faut reconnaître que la taxation a souvent été une barrière pour permettre aux Mauriciens de devenir propriétaires de son terrain ou de sa maison. En 2006, le ministre des Finances d'alors avait éliminé purement et simplement le concept de first-time buyer. Le taux était toutefois sorti de 11% et à 5%. Il convient de s'assurer que le prix de l'immobilier est un élément important à considérer pour s'assurer que le first-time buyer puisse bénéficier de l'exemption des frais d'enregistrement. Après avoir rétabli le concept de first-time buyer en 2010, le présent budget préconise d'augmenter le threshold de 2 millions à 2,5 millions de roupies pour l'acquisition des terrains vagues et de 4 millions à 5 millions de roupies pour l'acquisition des maisons et des appartements. Je dois reconnaître que le prix fixé reflète bel et bien le prix du marché pour permettre à la classe moyenne de devenir propriétaire de son terrain ou de sa maison. Un élément à considérer ici, Monsieur le Président, est que pour les terrains vagues ne dépassant pas 20 PH, le first-time buyer est exempté jusqu'à le prix de 2 millions de roupies et paye 5% sur la différence de prix. Mon appel au ministre des Finances, c'est de corriger cette anomalie au niveau de la loi existante lors de l'adoption du Finance Act. Je m'explique. Pour les first-time buyers des maisons et des appartements, l'exemption est prévue, mais à condition que le prix de vente ne dépasse pas 5 millions de roupies maintenant. Tenez-vous bien, si le prix de vente est de 5 millions 1 roupie, le first-time buyer devra payer les frais d'enregistrement sur la totalité du prix. Il serait plus juste, tout comme lors d'acquisition des terrains vagues, que le first-time buyer des maisons puisse bénéficier de l'exemption des frais d'enregistrement jusqu'à une somme de 5 millions de roupies et qu'il puisse payer la différence à un taux d'enregistrement de 5%, tout comme l'acquisition des terrains vagues. C'est une anomalie de la loi qui mérite d'être corrigée, Monsieur le Président. Monsieur le Président, autre point que je souhaite souligner pour les first-time buyers, c'est qu'à l'état actuel de la loi, bon nombre de promoteurs de l'immobilier adoptent le concept de société civile immobilier d'attribution, toujours pour permettre aux acquéreurs de payer les frais d'enregistrement uniquement sur la valeur du terrain vague faisant l'objet d'un projet immobilier. Cela constitue un avantage certain à toutes les parties concernées. Toutefois, Monsieur le Président, une fois que la société est constituée, la cession des parts sociales du promoteur à l'acquéreur, même pour les first-time buyers, est taxée à 5%. Tenez-vous bien, 5% sur la valeur de l'appartement, même si le projet de construction, le projet immobilier, est en voie de construction. Mon appel aujourd'hui, c'est de permettre, dans les projets qui ont choisi le concept de société civile immobilier d'attribution, de permettre aux first-time buyers qui acquièrent des parts sociales après la constitution de la société civile de toujours bénéficier de l'exemption de first-time buyer jusqu'à une somme de 5 millions de roupies. Monsieur le Président, je fais partie de ceux qui pensent que si on veut atteindre un nouveau palier de développement, il faut reconnaître qu'un marché de 1 300 000 habitants est très limité. Le gouvernement a récemment amendé le Non-Citizen Restriction Property Act pour permettre aux foreigners d'acquérir, dans des cas spécifiques, des biens immobiliers résidentiels et commerciaux, avec comme condition que le prix des appartements résidentiels ne doive pas être moins de 6 millions de roupies.
alors que pour les biens commerciaux, aucune limite n'est fixée. Il serait bien qu'on puisse fixer un prix minimum, aussi bien pour les biens commerciaux, pour protéger la spécificité de la société mauricienne, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les Mauriciens, avec raison, sont soucieux de leur quotidien, sont soucieux de l'administration de leur ville et de leur village. Il est un fait aujourd'hui que les collectivités locales ont été et sont toujours dans un état financier précaire. Nous avons eu la situation d'insolvabilité du Conseil de district du Nord. Une des sources financières des villes aujourd'hui, c'est l'imposition des local rates, de la taxe immobilière. Or, il existe dans toutes les villes aujourd'hui un nombre important d'immeubles, maisons, emplacements commerciaux et terrains qui ne payent toujours pas de taxe immobilière, pour la bonne et simple raison qu'ils n'ont pas été évalués pour la détermination des net annual values pour l'imposition de la taxe immobilière. Il est important que chaque mairie vienne de l'avant avec des ressources humaines supplémentaires, des valueuses, des planning officers, quitte à payer des heures supplémentaires pour s'assurer que ces immeubles soient une fois pour tout taxés. Monsieur le Président, qu'en est-il dans les district councils? Il est aujourd'hui un sujet tabou pour tous les partis politiques, de tous les gouvernements, de ne pas parler de la taxe immobilière dans les régions rurales, dans les villages. Je ne préconise pas une décision radicale, mais il convient de se rendre à l'évidence que ces emplacements commerciaux, ces centres commerciaux, ces hôtels, ces villas, ces manoirs, ces IOS, ces OIS, ces PDS, ces Gated Residential Complexes, ces futurs Smart Cities bénéficient gratuitement des services d'éclairage, des routes, de ramassage d'ordures, de la construction de drains sans payer le moindre sou aux district councils. Le comble, Monsieur le Président, ces propriétaires des bungalows, ces heureux propriétaires d'appartements de luxe, ces propriétaires d'emplacements commerciaux, les propriétaires des maisons dans les gated communities peuvent se permettre aujourd'hui de payer 5 000 roupies, 10 000 roupies, 15 000 roupies comme frais de syndic, mais n'ont pas le sou à payer au district council. Monsieur le Président, cette aberration doit cesser. J'espère que cette aberration cesse, que cet état des choses constitue un alarme-belle à toute la classe politique. Procédons à une évaluation de ces propriétés immobilières avec des net annual values colossales. Cela prendra le temps qu'il faudra, mais cela donnera une gestion financière plus saine aux district councils. Monsieur le Président, permettez-moi d'aborder ici un aspect du budget concernant le droit des travailleurs. Il va sans dire que j'accueille favorablement l'introduction du Workers' Rights Bill, qui vise premièrement l'introduction du Portable Gratuity Fund et du Wage Guarantee, qui vise à garantir une rémunération jusqu'à un plafond de 50 000 roupies en cas de perte d'emploi suivant des cas d'insolvabilité. Nous savons tous les cas dramatiques de perte d'emploi pour ces pères et mères de famille qui ont consacré toute leur vie à la prospérité de l'entreprise et qui se trouvent du jour au lendemain sur le pavé et sans un sou. Dans la même lignée, il convient de souligner que l'amendement de l'Insolvency Act était long overdue. Il était inconcevable que lors de la mise en liquidation et de receivership, le rang des travailleurs passait bien après tous les créanciers. Très souvent, bien qu'étant des créanciers à part entière, les travailleurs ne percevaient rien lors de la liquidation des assets des entreprises. Il était grand temps de revoir cet état des choses. L'institution d'un comité à cet effet est la bienvenue. Monsieur le Président, permettez-moi de revenir en quelques lignes au Portable Retirement Gratuity Fund, qui vise to ensure that a worker
who retires benefits from the payment of a retirement gratuity for his length of service with the current employer at the date of coming into operation of the fund, as well as for his length of service with any future employer, alors que le présent système préconise que the retirement gratuity is computed on his length of service with his last employer only. Il est vrai de souligner que 350 000 employés du privé seront concernés par ce fonds. Il convient de souligner qu'il existe déjà bon nombre d'entreprises qui ont déjà souscrit à des plans de pension pour leurs employés. Le comité doit préciser comment cohabiter les plans de pension avec ce fonds qui sera constitué sous le Workers' Rights Bill. Il est important aussi de souligner quelle sera la part de contribution du gouvernement, car il faut bien le souligner que les contributions au Portable Retirement Gratuity Fund n'entrera en vigueur qu'après l'instauration du Portable Retirement Gratuity Fund lui-même. Pour ne pas créer deux catégories d'employés, surtout pour ceux ayant déjà de longues années de service, il convient que le gouvernement prévoie un quantum de contribution pour cette catégorie d'employés. Il va sans dire, Monsieur le Président, qu'avec cette mesure, nous entrons de plein pied dans cette vision de faire de Maurice un high-income country. Monsieur le Président, je souhaite ici faire mention des recommandations du Truth and Justice Commission. Monsieur le Président, il y a un aspect de ce rapport du Truth and Justice Committee qui mérite considération, c'est la réalité sociologique de notre société. Il faut le reconnaître, nombreux cas de dépossession de la terre ont été dus au fait que les plaignants sont des illettrés, n'ont pas de ressources financières adéquates et font face à des obstacles énormes pour collecter les documents légaux. La Commission déplore aussi la lourdeur et les frais excessifs des frais légaux et judiciaires. Autre facteur sociologique noté, c'est la dépossession des terres par le fait de l'occupation par des propriétés sucrières des terres appartenant à des descendants d'esclaves ou de polices. Ces mêmes descendants d'esclaves sont des employés de ces mêmes propriétés sucrières et rendent leurs actions de revendication extrêmement difficiles. Afin de contrer ces cas de prescription abusive, la Commission recommande la création d'un Land Research and Monitoring Unit to receive legitimate complaints and to carry out in-depth investigations into any complaint and establish the genealogical tree of the claimants, to advise the applicants of the investigation and to offer mediation to all parties. If an agreement is reached, it should be binding upon all parties, wherever appropriate, to sign the agreement. In case of disagreement, the case will be referred to the Supreme Court. Monsieur le Président, il convient de reconnaître que la situation est complexe. Bien qu'il y ait la volonté de trouver une solution pour ceux qui se sentent dépossédés de leurs biens, car il existe aujourd'hui des cas de prescription de bonne foi ou encore des cas de prescription extinctive, c'est-à-dire après l'écoulement d'une période de 30 ans, toute action réelle, toute action de réclamation de propriété n'est plus permise. Toutefois, en cas de fraude, de faux, les actions en contestation sont toujours possibles et devant être référées à une cour de justice. Il convient quand même, Monsieur le Président, que le ministre des Finances ou encore le ministre of Housing and Lands de venir de l'avant pour expliquer le fonctionnement du Land Research and Monitoring Unit qui tombera éventuellement, comme mentionné dans le budget, sous la tutelle du Ministry of Housing and Lands. Est-ce que ce unit aura la même fonction que celle préconisée par le Truth and Justice Committee? Le budget parle aussi d'un Special Fund de 50 millions de roupies pour le fonctionnement de cet organisme. Il est à souligner aussi la création de Separate Land Division of the Supreme Court, qui est la bienvenue. Monsieur le Président, je souhaite ici aborder quelques points relatifs à la ville de Quatre-Bornes en tant qu'habitant et député de la ville de Quatre-Bornes. Mon premier point concerne le projet de Métro Express. Le projet est en cours, les travaux préliminaires sont actuellement effectués.
Ce serait un non-sens de venir à ce stade de questionner le bien-fondé du projet. Toutefois, il est essentiel que la communication soit favorisée, que les questions qui se posent les habitants ne restent pas sans réponse. Quelques-unes de ces questions, Monsieur le Président. Quelle sera la durée des travaux du métro express sur tout le trajet qui concerne la ville de Quatre-Bornes? Quelles mesures sont préconisées pour compenser ce manque à gagner des commerces du centre-ville tout le long de la route Saint-Jean, qui seront obligés de fermer boutique pendant la durée des travaux? Une fois la construction des 2 voies de métro seront complétées tout le long de la route de Saint-Jean, quel sera le moyen d'accès au commerce? Pour les habitations qui se trouvent tout le long du tracé, des fois à 1 à 3 mètres, quelles sont les mesures qui sont préconisées pour soulager les risques de pollution et assurer une qualité de vie saine aux habitants? Où est-ce que les marchands du marché de Blaye-Rose seront relogés? Combien d'espaces sont prévus à cet effet et combien d'espaces de parking seront pourvus? La grande question demeure toujours le traffic management de la ville de Quatre-Bornes. Déjà, à l'état actuel des choses, de Candos à Saint-Jean, la congestion routière est permanente. Avec le projet de métro express, il est clair que la route de Saint-Jean et ses périphéries seront bouleversées. Il est important que les autorités viennent de l'avant pour expliquer comment les routes latérales, je cite, L'Aïeul, Sourac, Capucine, Poivre, Telfer et autres, vont fonctionner avec l'avènement du métro express. Il a été dit à un moment donné que l'entrée de Quatre-Bornes sera transférée au rond-point de Hillcrest. Devons-nous comprendre que, vu l'espace, la largeur sera occupée par les 2 voies du métro express à la route Saint-Jean, du rond-point Saint-Jean à la gare Victoria, est-ce que la route de Saint-Jean, pour ce tronçon-là, sera tout simplement piétonnier? Les habitants de Quatre-Bornes ont besoin de réponses des autorités concernées, Monsieur le Président. Autre point que je souhaite aborder ici, que j'ai eu l'occasion d'en parler avec le ministre du Local Government, c'est la région qui concerne le tronçon du Racing Club jusqu'au Tennis Club de Petit-Camp. Cette région constitue le boundary entre la ville de Quatre-Bornes et Phoenix. Bien que le service de la voirie est assuré par la mairie de Quatre-Bornes, toutefois les travaux d'infrastructure sont négligés. Cette route est aujourd'hui desservie par des centaines d'automobilistes pour relier la région de Trianon, Racing Club, Petit-Camp et Valentina. Depuis les travaux d'envergure au rond-point de Phoenix, le nombre de véhicules a doublé sur ce tronçon-là, Monsieur le Président. Toute cette région est complètement dans le noir le soir, malgré la grande fréquentation. Ma requête au gouvernement et aux ministres concernés, c'est de considérer l'urgence de la situation, de placer des lampadaires le long de ce tronçon de la route sur une distance de 400 à 500 mètres, et cela afin d'assurer la sécurité des habitants et des automobilistes. Toujours en matière de sécurité, il convient que les autorités s'assurent que les propriétaires des terrains procèdent au nettoyage de leurs terrains, qui sont un repère pour les drogués et aussi un dépôt sauvage d'ordures. Sur ce, Monsieur le Président, je vous